je voudrais donner la parole à la camarade Guylaine Jarvis. Elle est aide-soignante à l'hôpital Vaugirard à Paris et militante syndicaliste. Bonjour camarades, je m'appelle Guylaine, je suis aide-soignante à l'hôpital Vaugirard, centre de gérontologie dans le 15e. Je suis membre du POID depuis peu et je suis là aujourd'hui pour vous dire que malgré la crise du Covid, la PHP n'a pas cessé de mener sa politique de fermer des lits, des services, voire des hôpitaux. Et mon hôpital gériatrique est purement menacé de fermeture, au profit des cliniques, des structures privées, avec leurs investisseurs, leurs actionnaires. Ils sont à l'affût pour récupérer nos anciens qui ne disposeront plus d'hôpital public. Cette opportunité est bien sûr très lucrative, permettra aux groupes privés comme Corian et consorts d'augmenter leurs gains. Et pour tenter de justifier cette décision de fermeture, la PHP explique que tel service ou tel autre devrait être fermé parce qu'il manque d'infirmières ou il manque des aides-soignants. Mais la réalité est tout autre. Le manque de personnel résulte d'une décision purement politique. Parce que pour former une aide-soignante, il faut 1 an. Pour former une infirmière, 3 ans. Et pourquoi ne l'ont-ils pas décidé, pendant ce temps de pandémie, de les former ? Au bout d'1 an, les élèves infirmières travaillent en tant que stagiaires. Si en février 2020, en pleine crise, ils avaient ouvert largement les portes des écoles infirmières, elles seraient aujourd'hui à nos côtés dans les services. C'est vraiment lamentable. Pourquoi la direction générale a-t-elle fermé les écoles d'aides-soignantes et d'infirmières? Pourquoi n'a-t-elle pas financé 123 aides-soignants à la PHP ayant reçu brillamment leur concours et il y a une moyenne de notes entre 17 et 20. Oui, ce sont bien là des décisions politiques qui, en refusant d'embaucher en masse, entraînent la fermeture de nos structures pour les personnes âgées. Et voilà, pour couronner le tout, la RS Île-de-France propose d'embaucher des CDD de 6 ou 9 mois non renouvelables, avec des salaires de 3 085 € et une prime exceptionnelle de 7 000 € pour un CDD de 9 mois. C'est une honte. Et comme me l'a fait remarquer une collègue, cette mesure est foncièrement injuste, parce que cela voudrait dire qu'un intérimaire toucherait 2 fois plus qu'un collègue en service. Et cela risque de provoquer des départs massifs de soignants, alors que nos hôpitaux sont déjà en exsangue. Pourquoi tout cet argent n'est pas mis au profit des formations pour les aides-soignants? Pourquoi ne pas embaucher sur des postes fixes? Il y aurait là une vraie politique de fidélisation de nos collègues et on n'entendrait plus parler de manque d'infirmières. En réalité, cette politique, ce projet, ne sert qu'à dégoûter une fois de plus à nos collègues qui ont tenu depuis tant d'années, à les faire dégager. Non, le mot n'est pas trop fort, à les faire dégager. C'est pour toutes ces raisons que mon syndicat FO, APHP et CGT, nous avons appelé le 1er décembre à la grève et à manifester du siège APHP au ministère pour porter des revendications, réouverture de tous les lits à la hauteur des besoins, embauche de 10 000 agents. Et je peux vous dire que ce fut une belle réussite. Malgré cela, le ministère a refusé de nous recevoir. Mais ce n'est que partie remise. Camarades, ne nous laissons pas faire. Nous nous battrons jusqu'au bout pour sauver Vaugirard et tous les hôpitaux. Merci. Merci à Guylaine. La parole est à présent à Séverine Fourier. Elle est accompagnante d'élèves en situation de handicap dans le Val-de-Marne. Bonjour,
Alors, les AESH de Val-de-Marne, réunis en assemblée générale avec nos syndicats FO, FSU, CGT et Sud le 4 janvier, ont décidé d'engager une grève illimitée qui a commencé le lundi 10 janvier pour l'abandon d'EPIAL. Donc, c'est un pôle inclusif d'action locale imposant aux AESH de couvrir plusieurs établissements, le statut de fonctionnaire et un vrai salaire à temps complet. Nous avons manifesté le 8 avril, fait grève une journée le 3 juin, puis une nouvelle grève le 19 octobre. Le 25 novembre, dans le 94, nous étions nombreux à la manifestation, à l'inspection académique pour l'abandon d'EPIAL et le retrait des avenants qui les mettent en place. La direction académique nous ajoute 1 heure de travail en plus, sans augmentation de salaire, et nous affecte sur 10 à 15 écoles ou établissements du second degré. Parmi les collègues, c'est l'explosion. Cette affectation, sans prendre en compte le deuxième emploi, signifie que la plupart d'entre nous seront contraintes à la démission, car on ne pourra plus tenir ce second emploi. Nos salaires étant extrêmement faibles, nous sommes pour la plupart contraintes à effectuer un second travail, souvent les services de cantine, les accueils de loisirs. La modification des conditions de travail avec les déplacements pour se rendre dans plusieurs établissements ne le permettra plus. Dans le Val-de-Marne, nous avons des temps partiels imposés payés 57% du SMIC, c'est-à-dire 160 € de plus que le RSA et bien en dessous du seuil de pauvreté. Et on ne peut pas vivre juste avec notre salaire d'AESH. La direction académique veut nous faire signer ces avenants qui maintiennent les 57%, mais avec 1 heure de travail en plus gratuite. Oralement, ils disent que nous resterons à 21 h jusqu'à la fin de l'année et que nous ne travaillerons que sur 2 établissements au plus. Ce qu'ils nous garantissent oralement aujourd'hui, ils le feront sauter demain. La seule véritable issue pour nous, c'est un statut de fonctionnaire. Chacun comprend qu'on ne pourra pas gagner avec une journée de grève de temps en temps. C'est pour cela qu'en assemblée, le 4 janvier, quand certains responsables ont dit que la perspective était de préparer la grève du 27 janvier, les AESH ont répondu qu'ils voulaient une grève illimitée maintenant et sans attendre. Jeudi soir, il y a eu une réunion en visio entre nos syndicats et les responsables de la direction académique. La représentante de l'inspectrice académique a répondu qu'ils ne peuvent augmenter notre quotité de travail car le ministre n'attribue pas au département les ETP nécessaires pour cela. Alors qu'en 2 ans, le gouvernement Macron a offert près de 600 milliards aux capitalistes qui s'en sont servis pour licencier, précariser et engraisser un peu plus les actionnaires. Il ne serait pas possible de répondre aux revendications des AESH et aux besoins des élèves en situation de handicap que nous accompagnons. Tant que les AESH n'auront pas un vrai statut de fonctionnaire, leur précarité persistera et la scolarisation des élèves en situation de handicap restera chaotique, voire impossible. Le respect des droits des élèves en situation de handicap nécessite que l'État cesse de se dérober à ses obligations et fournisse enfin les moyens. Et cela passe par la réquisition des 600 milliards. Il y a plusieurs élus, des députés qui viennent lors des rassemblements qui se font photographier avec nous. Tout cela est très bien, mais alors comment comprendre que tous les députés, sans exception, aient voté pour l'attribution des 343 milliards aux capitalistes le 19 mars 2020 ? En tout cas, chez les AESH du Val-de-Marne, il y a une grande détermination à ne rien lâcher. Nous venons de décider de poursuivre la grève la semaine prochaine. Nous avons élu un comité d'organisation de la grève avec les 4 syndicats et constitué une caisse de grève avec déjà plus de 7 000 € collectés. Merci. La parole à présent est à Christelle Kayser, secrétaire nationale du POID, responsable de sa commission Femmes Travailleuses. Bonjour à toutes et à tous. Dès sa constitution en 2015, le Parti ouvrier indépendant démocratique a inscrit dans son ADN le combat pour l'internationale ouvrière. Il y a un seul système capitaliste à l'échelle internationale qui exploite, qui opprime, qui déchaîne les guerres et la barbarie. Il n'y a qu'une seule classe ouvrière qui, dans le monde entier et dans chaque pays, cherche à prendre ses propres affaires en main face au gouvernement capitaliste. Alors nous sommes fiers, nous, le POID, avec des militants de toute tendance du mouvement ouvrier de notre pays, d'accueillir fin octobre 2022 à Paris la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'internationale ouvrière. Conférence qui sera ouverte par la Conférence internationale des femmes travailleuses, parce qu'en France, comme à l'échelle internationale, c'est la classe ouvrière qui libérera les femmes de la double oppression qu'elles subissent en permanence, comme la classe ouvrière en finira avec toute forme d'oppression, de racisme et de discrimination. L'appel à cette conférence, lancé par 601 militants de 57 pays, vous l'avez lu dans la Tribune des travailleurs,
affirme que, plus que jamais contre la barbarie générée par le système capitaliste, il est nécessaire de dresser le combat pour l'internationale ouvrière. Oui, la barbarie est là, quand on annonce qu'en Inde, le nombre de victimes du Covid se compte en millions en raison de la dévastation du système public de santé. La barbarie est là avec la présence des troupes françaises au Sahel, niant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle est là quand aux États-Unis est adopté par les élus démocrates et républicains le plus important budget militaire de toute l'histoire, qui alimente la marche à la guerre en Ukraine, la marche à la guerre contre la Chine. Elle est là quand, dans le même pays le plus riche du monde, on apprend que depuis le début de la pandémie, l'espérance de vie de chaque Américain a diminué en moyenne d'1 an et demi et de 3 ans pour les Noirs américains, couche la plus opprimée de la classe ouvrière. La barbarie est là des plages de la Méditerranée au bidonville de Calais quand ceux qui fuient les guerres et les plans de misère du FMI sont réprimés et condamnés à la noyade. Mais l'année qui vient de s'écouler a vu de manière contradictoire la même lutte de classe se dresser dans tous les pays contre les gouvernements capitalistes et leurs politiques. Depuis cette tribune, je voudrais apporter notre salut à la victoire historique des paysans en Inde, qui, en se mobilisant pendant plus d'1 an, main dans la main avec les travailleurs, ont fait reculer le gouvernement indien et ses réformes au service des multinationales. Nous en avons rendu compte dans la tribune des travailleurs avec nos correspondants en Inde. Comme nos correspondants ont rendu compte du soulèvement des peuples qui, de la Colombie au Soudan, du Kazakhstan à la Palestine, a montré que la classe ouvrière est à l'avant-garde du combat pour la démocratie, qu'elle a la capacité d'ébranler, de renverser les régimes les plus sanguinaires, les plus corrompus, les plus policiers de la planète. Je voudrais saluer la vague inédite de grèves ouvrières qui continue à parcourir les États-Unis, dans les usines Kellogg's et John Deere, dans les entrepôts d'Amazon comme chez les soignants, et même jusque dans les studios d'Hollywood. On est frappé de la similitude des revendications qui surgissent de ces grèves: augmentation des salaires, maintien des acquis, refus des licenciements, embauche massive dans les hôpitaux, les écoles, les services publics. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela, car c'est une seule et même classe ouvrière qui existe et qui lutte à l'échelle de toute la planète. Une classe ouvrière qui cherche, coûte que coûte, à préserver l'indépendance de ses organisations, à construire ses organisations indépendantes, à défendre les libertés démocratiques, à refuser la guerre. Les travailleurs du monde sont, comme en France, confrontés aux obstacles dressés par les dirigeants des organisations ouvrières qui ont accompagné les prétendus plans de relance, déversant des milliers de milliards de dollars et d'euros dans les poches des capitalistes. Mais c'est précisément pour aider à surmonter ces obstacles que nous engageons toutes nos forces pour assurer le succès de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'internationale ouvrière et pour le succès de la conférence internationale des femmes travailleuses. Alors le POID est un parti ouvrier. C'est un parti de travailleurs. C'est pourquoi il est aussi le parti des femmes travailleuses. Parce que le combat contre l'exploitation serait une formule vide de sens s'il n'était pas d'abord le combat contre l'exploitation des plus opprimés et des plus exploités. Et les femmes travailleuses, je crois que les camarades qui m'ont précédé l'ont très bien exposé, très souvent appartiennent à ces catégories les plus exploitées. Alors oui, nous sommes le parti des femmes travailleuses et nous le revendiquons. Dans quelques semaines, nous commémorerons le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. L'origine du 8 mars, contrairement à ce qu'affirment tous ceux qui veulent en faire une journée institutionnelle sans caractère de classe, c'est le mouvement ouvrier et plus précisément la deuxième conférence de l'Internationale des femmes socialistes. Réunie à Copenhague en 1910, cette conférence décidera d'organiser annuellement une journée internationale des femmes. Elles sont nombreuses, les femmes qui ont joué un rôle de premier plan dans le mouvement ouvrier. On cite souvent les militantes socialistes allemandes, Clara Zetkin et Rosa Luxembourg. Et en France, durant la Commune de Paris, on cite la militante anarchiste Louise Michel ou encore la militante marxiste Elisabeth Dimitrieff. Je voudrais ici rendre hommage à une militante ouvrière moins connue, mais qui mérite de l'être car son œuvre et son combat sont à mes yeux d'une brûlante actualité. Je vais vous parler de Louise Baudin. Louise Baudin est née en 1877. D'abord militante socialiste, elle est en 1920 l'une des fondatrices du Parti communiste et elle écrit régulièrement dans l'Humanité. Elle est également rédactrice en chef d'un petit journal, La Voix des femmes, créé en 1917, qui s'oppose à la guerre. Émancipation des femmes et émancipation ouvrière étroitement liées, tel est son combat, tel est le combat de sa vie.
En 1918, à propos des ouvrières de l'Arsenal de Rennes, elle lance cette interpellation en direction des femmes bourgeoises. Les ouvrières de l'Arsenal s'en vont chaque nuit dans la pluie, dans la boue, dans le froid, tandis que vous dormez encore. N'entendez-vous pas le timbre des tramways qui les emmènent dans le faubourg lointain et l'appel lugubre de la sirène? Vous n'entendez pas, vous dormez. Votre sommeil, votre bonheur, votre quiétude sont faits de leur peine quotidienne. Vous devez à leur labeur la sécurité de votre patriotisme verbal. 2 ans plus tard, Louise Baudin engage un combat qui paraît extraordinairement d'avant-garde, un demi-siècle avant l'adoption de la loi Veil. Il s'agit de s'opposer à la loi qui réprime quiconque incite à l'avortement ou fait de la propagande pour les moyens de contraception. Louise Baudin qualifie cette loi de loi la plus scélérate du monde. Et là encore, si elle revendique le droit à l'avortement pour toutes les femmes, elle donne à ce combat un contenu de classe. Là encore, je la cite. Et c'est bien en effet la femme de l'ouvrier, la femme du peuple, qu'on veut atteindre. Les cabarets sont ouverts pour son homme, mais les cabinets médicaux sont fermés. Elle croupira dans les taudis, sans air, sans lumière et sans eau. Qu'importe, elle aura des gosses. Elle ira laver à la rivière des charges de linge à tomber sous le poids. Elle montera à son 6e des seaux d'eau à lui arracher les bras. Qu'importe, elle aura des gosses. Ils mourront tuberculeux de syphilis héréditaire dans leurs clapiers et dans des hôpitaux infâmes. Qu'importe, elle aura des gosses. On les tuera par millions pour le droit et la civilisation. On les laissera pourrir au bagne s'ils se révoltent et s'ils deviennent conscients. Qu'importe, elle aura des gosses. Et si elle en perd 6, elle en aura 12. Elle y crèvera, mais elle aura des gosses. Et voilà comment, dit-elle, la prison sociale de la femme a été pourvue d'un verrou supplémentaire. En 1917, la socialiste Louise Baudin se range bien évidemment du côté de la Révolution russe. Louise Baudin n'est pas une féministe bourgeoise, militante de l'émancipation des femmes. Elle combat pour la révolution prolétarienne qui donnera aux femmes la réelle égalité politique, économique et sociale, indissociable du combat ouvrier. Elle dit « Le féminisme ne peut être un instrument de progrès humain que s'il est révolutionnaire, que s'il mène à la lutte des classes en commun avec les communistes, que s'il s'intègre au communisme. » Elle fait évidemment référence ici au jeune mouvement ouvrier communiste qui se développe dans le sillage de la révolution russe. À propos des groupes féministes, de groupes féministes bourgeois, elle polémiquera en ces termes en 1927. Qu'est-ce donc que toutes ces associations, ces groupes, ces démocraties féministes, sans directive, sans programme, sans idéologie solide, sans base historique, sans but précis? Qu'est-ce que ce galimatia verbal pour esquiver l'examen réel de la question? Il n'y a pas, dira-t-elle, mesdames, de démocratie féminine, il y a des femmes et des hommes, des exploités et des exploiteurs. Alliance avec les exploités contre les exploiteurs et leurs valets, guerre à l'offensive capitaliste et non collusion avec les serviteurs du capitalisme, quels qu'ils soient. Et plus généralement, elle se prononcera pour, je cite, « la liberté sexuelle de la femme, la libre disposition et la propriété de son corps, question qui, dit-elle, paraissent tellement immorales qu'elles frôlent le bolchevisme ». La militante révolutionnaire intègre ne capitulera pas devant le stalinisme. Peu de temps avant sa mort en 1929, elle rompra avec le Parti communiste et rejoindra le combat de Trotsky contre le stalinisme en déclarant « J'ai libéré ma conscience qui reste fidèle aux enseignements de Lénine ». Alors aujourd'hui, nous reprenons totalement à notre compte le combat de Louise Baudin, le combat pour l'émancipation des femmes, indissociable du combat pour l'émancipation de la classe ouvrière. C'est la raison pour laquelle nous publions chaque mois dans la Tribune des Travailleurs une page dans laquelle les femmes, les militantes, s'expriment sur leur situation et leur bataille. C'est la raison pour laquelle, à travers la campagne pour la réquisition des 600 milliards offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie, grâce, rappelons-le, au vote unanime de tous les députés, nous exigeons que ces milliards soient affectés en particulier à la création de places en crèche pour permettre aux femmes de travailler, à la réouverture des maternités pour qu'elles puissent accoucher dans les meilleures conditions possibles, à la réouverture des centres d'interruption volontaire de grossesse avec tous les personnels nécessaires, aux moyens de protection indispensables pour réellement combattre les violences conjugales, à l'embauche massive d'enseignants dans les écoles pour que les mères ne soient pas contraintes sans cesse d'inventer des plans B pour faire garder leurs enfants. Partie prenante du combat des femmes travailleuses, en particulier de celles qui sont les plus exploitées, les AESH, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, les agentes de ménage, les ouvrières, nous combattons pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, pour l'égalité de salaire, pour l'égalité juridique. Rejoignez le Parti des femmes travailleuses. Je vous remercie.
La camarade Laetitia Lecor devait prendre la parole à cet instant. Elle en est empêchée parce qu'elle a été contaminée par le Covid. Mais elle nous a adressé le message que je vais vous lire, qui est l'intervention qu'elle voulait faire ici, et qui est non seulement son message personnel, mais le mandat que lui ont confié 35 travailleurs de son entreprise, signataires de l'appel du POID. Bonjour à tous, je suis salarié de Maflo France, usine polonaise, 94 salariés, entreprise de sous-traitance automobile à Chartres, qui employait près de 1200 personnes dans les années 2000, et aujourd'hui nous ne sommes plus que 94. J'interviens au nom des 35 signataires de l'entreprise. Nous avons subi des délocalisations, une liquidation judiciaire, et tout ça pour baisser toujours plus le coût du travail. Nous avons résisté, nous n'avons rien lâché. Aujourd'hui, nous subissons la même chose que les salariés de la SAM. Nos seuls donneurs d'ordre sont Renault et PSA. Ils ont décidé de délocaliser notre travail dans des pays dits à bas coût, le Maroc et la Hongrie, où ils exploiteront encore plus les salariés. PSA nous condamne à mort en nous retirant toute sa production, soit 50% du chiffre d'affaires. Et Renault veut en profiter pour suivre le mouvement. Pour autant, nous ne sommes pas résignés, nous continuons à nous battre. Un journaliste a demandé à une camarade comment elle voyait les choses. Elle a répondu « On n'a pas le choix, on va se battre ». Tout le personnel, ouvriers, employés et cadres, unanime, avec le syndicat. Nous nous sommes rassemblés devant la préfecture. Une délégation élue en assemblée générale a été reçue avec le syndicat. Pourquoi devant la préfecture? Parce que, à ma connaissance, le gouvernement est toujours actionnaire de Renault, qu'il finance aussi PSA via la Banque publique d'investissement. Le gouvernement pourrait mettre de l'argent pour garantir les profits des actionnaires, mais il ne pourrait pas intervenir pour exiger le maintien du carnet de commandes. Ce serait inacceptable. On nous parle de relocalisation, de retour du Made in France, alors nous exigeons des actes. La particularité de notre usine, c'est que le groupe n'a pas l'intention de licencier, que l'outil de travail est intact, que le savoir-faire est là, la trésorerie est bonne. Le seul et unique problème, c'est la décision de PSA et de Renault de vider d'un coup le carnet de commandes. Notre chiffre d'affaires, c'est 15 millions d'euros annuels. Qu'est-ce que c'est que 15 millions comparé aux 600 milliards offerts aux multinationales et aux banques? 5 milliards ont été donnés rien que pour Renault. Alors à quoi servent ces milliards? Ils servent à licencier, à aider à liquider toute la sous-traitance automobile en France. C'est Macron, Le Maire et eux seuls qui portent l'entière responsabilité de l'avenir de nos emplois et au-delà de toute la sous-traitance automobile. Alors nous avons estimé être en droit d'exiger que le gouvernement intervienne pour maintenir les commandes, les emplois et la production. Seule l'unité des travailleurs au plan national avec toutes les organisations pourrait permettre de combattre tous ces plans de licenciement. Cela implique de ne pas avoir peur de rompre avec Macron et sa politique. Cela implique de s'unir à tous les niveaux pour imposer l'interdiction des licenciements, pour garantir tous nos emplois. Je vous remercie de votre écoute. Je passe la parole à la camarade Samia Haït El Hadj, professeure des écoles et syndicaliste. Bonjour. Alors, dans le Val-de-Marne, le jour de la rentrée, plus fort, d'accord, il manquait environ 500 enseignants. 500 classes dont les élèves sont restés à la maison, ont été contraints de rester chez eux, faute de remplaçants, ce qu'on peut évaluer à peu près à 12 500 élèves. 12 500 élèves privés d'enseignement au mépris de leur droit à l'instruction. Et aujourd'hui, on estime que ce nombre se porte à environ 600 enseignants. À cela s'ajoutent les classes effectivement ouvertes, mais sans leurs élèves au complet, puisqu'avec le 50e protocole Blanquer, les effectifs de classe évoluent chaque jour en fonction des tests, des autotests, avec pour conséquence l'impossibilité pour les enseignants d'assurer leur mission d'enseignement, enseignants auxquels il est demandé de mettre en œuvre la continuité pédagogique, c'est-à-dire de faire des doubles journées de travail. Le responsable de ce chaos est le gouvernement. Depuis 2 ans de crise sanitaire, le quoi qu'il en coûte présidentiel se résume à rien dans l'éducation nationale. Aucun recrutement d'enseignants, d'AESH, d'ATSEM, de médecins scolaires, etc.
Aucune livraison de masques chirurgicaux ou FFP2, de produits virucides, aucun purificateur d'air ou de capteur CO2. Poussées par la base, les organisations syndicales de l'enseignement ont toutes appelé à la grève le 13 janvier. Avant cela, le 7 janvier, les syndicats du Val-de-Marne avaient lancé un appel à la grève pour un plan d'urgence pour le Val-de-Marne, pour le département, notamment le recrutement immédiat de plusieurs centaines d'enseignants afin d'assurer tous les remplacements et la création massive des postes, donc des AESH, la satisfaction de leurs revendications d'un statut, des infirmiers, des médecins scolaires, des assistantes sociales. Cette grève du jeudi 13 janvier dans l'éducation nationale a été la conséquence d'un mouvement spontané de colère, d'indignation, de révolte. Elle a été un succès historique, elle a été massive avec des milliers d'écoles et d'établissements fermés et des manifestations puissantes. Elle n'a pas été une grève contre le protocole sanitaire ou contre la communication du ministre, comme l'ont prétendu certains responsables syndicaux. Ce n'était pas non plus une grève contre le virus, comme a tenté de le faire croire Blanquer, mais bel et bien une grève pour exiger des milliers de recrutements d'enseignants nécessaires pour que les personnels cessent d'être entravés dans leur travail, qu'ils puissent exercer leur mission avec des moyens de protection pour que l'école reste l'école, c'est-à-dire un lieu d'instruction. Le soir du 13 janvier, le gouvernement a été contraint de recevoir la totalité des organisations syndicales sous la présidence du Premier ministre. Des annonces ont été faites. Merci. Le recrutement non chiffré d'enseignants inscrits sur les listes complémentaires du concours. Donc dans le Val-de-Marne, il n'y a pas de liste complémentaire. Le recrutement de 3300 contractuels pour la période à venir. Alors en supposant que ces 3300 recrutements de contractuels se fassent effectivement, pour le département, cela signifierait environ 30 à 40 enseignants supplémentaires, donc alors qu'il en faudrait au moins 600 pour garantir le remplacement systématique de tous les enseignants absents. Le recrutement de 1500 vacataires pour l'aide administrative au directeur, c'est-à-dire l'équivalent de 18 recrutements pour les 630 écoles du Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne, un communiqué intersyndical du 17 janvier des organisations FSU, FO, SUD et CGT ont appelé l'ensemble des collègues et les parents d'élèves à se réunir en assemblée intersyndicale dans les circonscriptions pour chiffrer leurs revendications dans chaque école et les rassembler localement et au niveau départemental. Ainsi, à Villejuif, une soixantaine d'enseignants se sont rassemblés en bas de l'inspection, ont présenté à l'inspectrice la situation des 24 écoles de la ville et ont exigé le recrutement de 30 enseignants. L'école aujourd'hui paie le prix fort de la politique Macron-Blanquer. Si le gouvernement, il y a 2 ans, avait engagé un plan d'embauche d'enseignants, d'infirmières, d'assistantes sociales, de psychologues, d'AESH, d'ATSEM, d'agents d'entretien, alors oui, l'école, la vraie, celle qui instruit, serait ouverte. Mais le gouvernement a fait le choix, et tous les partis politiques avec lui, au nom de l'Union nationale, d'offrir 600 milliards aux capitalistes qui, depuis 2 ans, s'en servent pour licencier, précariser et engraisser les actionnaires. Ces 600 milliards représentent plus de 10 fois le budget de l'éducation nationale. Donc de quoi procéder à un recrutement massif de professeurs pour alléger les effectifs, assurer les conditions permettant de respecter la santé de chacun. De quoi réquisitionner ou construire tous les locaux nécessaires pour créer les classes indispensables, recruter en masse les agents d'entretien pour assurer les missions de nettoyage et de désinfection, fournir massivement les masques FFP2, les masques pédiatriques, les tests systématiques, les purificateurs d'air, les produits virucides. Donc il y a urgence pour sauver la jeune génération du naufrage scolaire. Il y a urgence à obtenir la réquisition de ces 600 milliards pour les réaffecter à l'école, aux hôpitaux. Et il y a urgence à en finir avec la politique Macron-Blanquer. Merci. Merci à Samia. La parole à présent est à Djemila Tizi, qui est infirmière et syndicaliste. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant, hein. On est nombreux, ça fait plaisir. Donc, Djemila, je suis infirmière en psychiatrie, en responsabilité syndicale force ouvrière à Édouard-Toulouse. C'est un hôpital psychiatrique qui est implanté dans les quartiers nord de Marseille, donc quartiers les plus précarisés, les plus pauvres, les plus délaissés. La psychiatrie, c'est une spécialité stigmatisée dans les journaux. C'est pourtant un lieu de socialisation, d'humanité où nous accompagnons au quotidien les malades à rester humains et vivants.
Notre hôpital, aujourd'hui, il est attaqué. Et il est attaqué comme jamais. Lors du 16 décembre, lors du CTE, c'est une instance de l'hôpital, la direction devait nous présenter le budget prévisionnel de l'hôpital 2022-2023. Les coupes, elles sont drastiques. L'hôpital est sommé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est le bras droit du ministère de la Santé, de réaliser des économies. 820 000 € pour 2022 et 1,7 million pour 2023. Et pour y arriver, l'hôpital, il va saigner. Le ton, il est donné. 25 lits fermés cette année, autant l'année prochaine. 40 agents contractuels vont être licenciés et autant l'année prochaine si ce n'est plus. Les conséquences, elles sont graves. Elles sont graves pour les personnels contractuels qui vont être virés, qui vont être foutus à la porte. Les conséquences sont graves pour les agents qui vont devoir changer de service, changer de réaffectation sans forcément faire le choix. Et puis, les conséquences vont être dramatiques pour les patients qu'on va jeter à la rue, au nom d'économies. Les patients ne pourront plus accéder aux soins psychiatriques dont ils ont besoin. Ce sont des drames qui vont s'annoncer, et qui s'annoncent déjà d'ailleurs, et qui vont se multiplier, qui vont faire la une des journaux. C'est la barbarie. D'un côté, le gouvernement donne effectivement 600 milliards au patronat et aux banquiers, et d'un autre, dans notre hôpital, on nous enlève 1,7 million. Une infime partie de ces 600 milliards suffirait nous permettrait d'avoir les moyens pour fonctionner dans tous les hôpitaux sur le plan national et de permettre aux patients d'accéder aux soins pour tous. Cette barbarie, elle est actée par le gouvernement Macron et ses prédécesseurs qui, par la loi Ma Santé 2022, détruit l'hospitalisation au profit du tout ambulatoire. Soigner un malade schizophrène en pleine décompensation dans la cité, c'est ce type de soins que le gouvernement veut imposer. Les malades n'ont qu'à supporter leurs délires et leurs angoisses chez eux ou alors dans la rue. Aussi, la pénurie médicale qui est orchestrée par ce gouvernement et les autres, via le numerus clausus, touche aussi notre hôpital. Les médecins sont moins nombreux et au nom de la sécurité des soins, ils accompagnent avec la direction la politique de destruction de l'hôpital en demandant la fermeture d'une vingtaine de lits. Pour les mêmes raisons invoquées à titre expérimental, les urgences psychiatriques de notre hôpital ne sont plus accessibles la nuit pour les patients qui viennent par leurs propres moyens. À Édouard-Toulouse, nous n'acceptons pas cette barbarie. Nous n'acceptons pas ce plan social et nous n'acceptons pas la destruction de l'hôpital. Très rapidement, nous avons imposé l'unité avec les trois organisations syndicales et avons organisé la mobilisation par la tenue d'une assemblée générale des personnels lors de laquelle il a été décidé de boycotter le CTE, de voter une plateforme revendicative, de déposer une motion et de nous réunir à nouveau pour décider des actions à venir. Aussi, notre organisation a adressé un courrier faisant état de notre opposition ferme au projet financier et au directeur et à la présidente de CME. Cette semaine, c'est une nouvelle assemblée générale appelée par les 3 syndicats de l'hôpital qui s'est tenue pour organiser la mobilisation. La participation, elle a été forte, elle a été importante. Les agents ont par leur présence montré leur opposition à ce qui se passe, leur opposition aux attaques, leur opposition et leur détermination à lutter. Le directeur est venu lors de cette assemblée générale et malgré ces pressions, parce que c'est ce qu'il a essayé de faire, il a tenté d'exercer de fortes pressions, nous avons malgré tout tenu et nous avons voté notre plateforme revendicative, à savoir le maintien du centre d'urgence ouvert 24 heures sur 25. 24 heures sur 25. C'est ça l'humanité. Le maintien du service des lits, de tous les lits et de tous les services, la réouverture de tous les lits fermés, le recrutement des personnels médicaux et soignants nécessaires à la prise en charge de tous les patients nécessitant une hospitalisation et le maintien de tous les contractuels. C'est dans cet état d'esprit que nous irons le 3 février devant l'ARS. Et dans le même état d'esprit que nous allons rencontrer une délégation, l'élus socialiste qui siège au conseil de surveillance de notre établissement le 8 février 2022. L'heure, mes camarades, est au combat pour réquisitionner ces 600 milliards qui ont été donnés au patronat et aux banquiers. Eh bien, face à c'est compliqué à dire, 600 milliards, ça me paraît fou. Eh bien, on va lutter et on a déjà 90 signatures dans l'hôpital et on va en avoir encore plus. Et ce combat, eh bien, c'est le combat pour l'hôpital public accessible à tous, selon les besoins, en soins psychiatriques et autres.
Ce combat, c'est le combat pour les emplois. Ce combat, c'est pour la démocratie. C'est dans ce combat contre la destruction de l'humanité que nous sommes engagés au sein du Parti ouvrier indépendant démocratique. Je vous remercie. Merci à Djemila. La parole à présent à Maya Baloul, étudiante. C'est bon, on m'entend? Ok. Alors, moi je suis actuellement étudiante en conservation préventive dans la mention complémentaire en entretien des collections du patrimoine. C'est une formation d'1 an au lycée Corvisart. Je suis également membre de la FJR. Au début de l'année, on a appris que pour cause de coupes budgétaires et de choix budgétaires, on aurait moins de cours dans notre mention. Donc il y a moins d'intervenants extérieurs. On n'a pas de cours de sciences, pas de cours d'informatique, pas de cours d'histoire de l'art. Mais on se bagarre depuis le début de l'année. On est allé voir notre proviseur, on a réussi à récupérer nos heures de sciences. Malheureusement, rien n'est assuré, puisqu'on a récemment appris que l'an prochain, le volume horaire de notre formation sera réduit de moitié. Donc on a envoyé une lettre au recteur pour récupérer nos autres heures, et on rend compte aussi de notre situation et on demande des moyens et aussi on propose une rencontre avec lui. On attend actuellement la réponse. Cette question des moyens qui se pose dans ma classe, elle se pose beaucoup plus largement. Dans un lycée à Revel, il y a un élève qui a perdu sa main parce qu'il n'y a personne pour assurer la maintenance des machines. Il n'y a pas de moyens. À Amiens, il n'y a pas de moyens, donc il y a des étudiants qui se retrouvent sans master. À la fac de Nanterre, il y a des cours qui sont gelés, donc en fait il n'y a pas de cours parce qu'il n'y a pas suffisamment de profs pour assurer ces cours. À Paris 3, les étudiants sont dans des locaux amiantés. Récemment, Macron a annoncé qu'il souhaitait que l'université devienne payante. C'est nous mettre à la rue, alors que la plupart des étudiants sont aujourd'hui précaires, qui sont contraints de travailler parallèlement à leurs études, qu'on a été totalement abandonnés pendant la pandémie et les divers confinements, et que selon les universités, on avait des cours en visio ou sinon rien du tout. Ce décrochage scolaire, dont le président semble s'affoler, c'est quand même lui qui l'a organisé. On n'avait déjà plus accès à de vrais cours. Et avec cette annonce, on n'aura plus accès à rien. C'est nous barrer l'accès à l'université, c'est nous jeter dans l'exploitation encore plus tôt, encore plus violemment, dans des métiers qui sont extrêmement précaires, sans qualification ni diplôme. Comment est-ce qu'on fait en fait pour s'assurer des conditions de travail décentes? On ne peut pas. Et quand en plus de ça, les places sur le marché sont extrêmement chères. La révolte, elle est générale dans la jeunesse, on n'en peut plus. La rupture avec le gouvernement, elle revient en permanence dans chaque discussion. On est vraiment très conscient du problème. Et sur les différents points dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on s'organise. Et avec la FJR dont je suis membre, on cherche à aider là où ça s'organise, là où ça se fait. Parce que les jeunes, ils veulent se battre. Et on aide à grouper. Parce qu'il y a des luttes qui sont même spontanées. Et ces luttes, en fait, elles ont toutes un fond commun. Il y a un fond commun à toutes ces bagarres, c'est que les moyens de production et les capitaux sont entre les mains d'une infime minorité qui ne produit rien, les grands patrons. Et pour l'accroissement de ce capital, ces capitalistes sont prêts à tout. Destruction des forces productives, c'est-à-dire nos forces, discrimination, guerre. Et c'est en ça en fait qu'on est une génération sacrifiée, c'est que c'est un sacrifice qui se prépare depuis extrêmement longtemps au gré des politiques menées par les différents gouvernements qui sont des politiques bourgeoises. Et ça s'empire nettement sous Macron. C'était déjà inacceptable, mais là... Et c'est pour ça donc qu'on s'organise pour la réquisition des 600 milliards. On ne peut pas laisser ça passer. Et on ne peut pas agir seul non plus, excusez-moi. On ne peut pas tout porter sur nos épaules seuls. C'est trop lourd et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec la FJR. Il y a plus de 1100 signataires qui ont signé l'appel de la FJR. Et 1100 signataires, ça fait une sacrée force, ça fait une sacrée paire d'épaules en plus. Et c'est pour ça, d'autant plus que ma classe, on a décidé de se joindre à l'appel de la FJR pour l'acquisition de ces 600 milliards. On en a marre. On a marre que ces politiques bourgeoises, elles tuent nos perspectives d'avenir. Avec moins de qualifications, l'accès à l'emploi, il est encore plus complexe, comme ce que je disais, et on se fait d'autant plus exploiter. Et notre formation, pour revenir sur ma situation, elle est porteuse d'emploi. Et on cherche à la tuer. Le 11, c'est le gouvernement. Donc on n'a pas le choix, il faut s'assurer un avenir, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise. Et c'est ce qu'on fait à la FJR, on s'organise là où on est, on s'entraide dans l'organisation, on s'épaule, on s'unit, on se bagarre contre les capitalistes et contre le capitalisme. Car on ne peut pas et on ne veut pas se laisser faire. Et c'est dans l'unité qu'il faut qu'on mène le combat, l'unité entre la classe ouvrière et la jeunesse, contre ce gouvernement qui nous met à la rue, pour un gouvernement au service de la jeunesse et des travailleurs, pour qu'on puisse étudier, se nourrir et se loger. On ne peut pas laisser ces mafieux au gouvernement détruire notre avenir et détruire nos vies. Et c'est pour ça qu'on s'organise à la FJR et qu'on exige la réquisition de ces 600 milliards.
et ose. Les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé et s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû.